Bonjour à tous, bienvenue dans le grand JT des territoires sur vos chaînes régionales et sur TV5 Monde. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Depuis plusieurs jours, une grève générale sévit en Martinique et en Guadeloupe contre l'obligation vaccinale des soignants. Sur place, une équipe de VIA TV, nos partenaires, est allée prendre la température de cette grève. Dans l'actualité, une 5e vague de Covid-19 s'apprête à déferler sur la France, vous le savez. Peut-être une nouvelle solution pour lutter contre tous les types de virus a fait son apparition. Nos reporters sont allés rencontrer l'entreprise Nanox qui nous en parle dans un instant. La semaine prochaine est lancée la 37e campagne hivernale des Restos du Cœur. Les caméras de WEO TV, nos partenaires dans le Nord, ont pu pénétrer dans l'un des entrepôts de l'association à quelques jours des distributions et vous le verrez, toute l'équipe est déjà sur le pont. Dans ce journal également, vous ferez la connaissance, grâce à nos confrères de la Dépêche, d'un heureux inventeur de 14 ans, lauréat du célèbre concours Lépine. Il vous fera découvrir son robot, aussi ingénieux qu'écolo, vous le verrez. Et puis en fin de journal, c'est Miss Provence et nous espérons la future Miss Monde 2021 qui s'est confiée aux journalistes de La Provence, nos confrères sur place. Pour ouvrir ce journal, alors que se précise peut-être une 5e vague du virus, je vous le disais en titre, en Martinique, le mouvement contre l'obligation vaccinale des soignants et le pass sanitaire d'ailleurs se durcit. Loïc Régis et Diana François, Eudoxie de VIA TV, sont allés à la rencontre de grévistes excédés. Regardez. Une circulation encore fluide avant l'arrivée du convoi. Une opération Molokoï menée par divers organismes. Avec 4 points de départ différents, les effets sur la circulation sont assez nets. Et sur le trajet, quelques soutiens se manifestent. Alors je suis favorable à 100%. Ouais, parce que j'estime que le pass obligatoire, faut pas faire ça. Chacun choisit d'être vacciné ou non. C'est un choix à faire. Autre mobilisation, à la pointe des griffes cette fois, le port de Fort-de-France est bloqué. Aucun camion ne peut quitter ou accéder à la plateforme depuis ce matin. Un site important, volontairement ciblé par les manifestants. C'est le point névralgique du pays, c'est l'économie, mais c'est juste pour attirer l'attention des élus du gouvernement pour dire que l'obligation vaccinale, que nous sommes contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Et aussi pour la cherté de la vie, bien sûr. Il faut qu'on se prenne en main parce qu'on ne va pas attendre qu'un bidon de gaz arrive à 50 € pour qu'on puisse se décider à se mobiliser. Cette action nommée Opération Convergence s'est conclue devant l'ARS en milieu de matinée. La demande reste la même depuis des semaines. Annulation de l'obligation vaccinale et non un report. Pour nous, c'est le 3e report. Mais un report laisse le stress, l'angoisse sur les agents. Et on ne veut pas de cette épée de Damoclès sur la tête. On veut que la loi soit annulée ou une dérogation doit être mise en place pour les Antilles. Ça a été fait par le passé avec le chlordécone. Ça peut être fait cette fois-ci pour une bonne raison. Une opération d'envergure. Une autre mobilisation de ce type pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Plusieurs organisations syndicales appellent à un grand rassemblement le 22 novembre. Voilà, alors que cette 5e vague de Covid-19 s'apprête sans doute à défiler sur la France, une nouvelle solution pour lutter contre tous les types de virus a fait son apparition. Il s'agit du photonite de l'entreprise Nanoxi. Elle utilise l'énergie générée par la lumière naturelle ou artificielle pour décomposer les microbes. Et comme vous le découvrez sur ces images, tournées à Villeneuve-d'Ornon, en Gironde, il suffit de la pulvériser et toutes les surfaces sont protégées pendant près d'1 an. Voilà, et puis sans transition, comme je vous le disais dans les titres, la semaine prochaine débute la 37e campagne des Restos du Cœur. Alors dans les entrepôts, les bénévoles s'activent pour que tout soit prêt. Comme a pu le constater à Amiens, vous allez le voir, Agathe Poulet de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. À l'approche des premières distributions du Resto du Cœur de la Somme, Didier passe en revue les colis collectés depuis octobre. Donc ici, on est en train de mettre nos palettes en place pour faire nos préparations la semaine prochaine. Donc il y a plusieurs personnes qui font les préparations sur chaque palette. Cette année, 43 tonnes de produits ont été collectés et donnés par des entreprises françaises et européennes. Dans cet entrepôt de 1800 mètres carrés, on retrouve des colis alimentaires, mais également des produits hygiéniques. On a beaucoup de produits bébés, des couches, produits du lait, un peu tout. Voilà. Et 70% c'est de l'alimentaire, au moins même 80% c'est de l'alimentaire.
Depuis fin octobre, la campagne d'hiver des inscriptions pour les personnes accueillies au sein du Resto du Cœur a débuté. Selon le siège national de l'association, une augmentation de 15% est attendue avec de nouveaux profils, conséquence de la crise sanitaire. Des personnes qu'on ne voyait pas précédemment, comme les jeunes. C'est vraiment un phénomène nouveau, si vous voulez. Puis à l'autre bout du spectre, je dirais, il y a aussi les personnes âgées. On a aussi ce type de personnes un peu dans les campagnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et c'est peut-être la population la plus difficile parce que quand vous avez un certain âge, pouvoir dire voilà, j'ai pas assez d'argent pour finir mon mois et je viens vous voir, c'est toujours difficile de pousser la porte des restos. Les inscriptions sont ouvertes durant toute la campagne d'hiver jusqu'en mars prochain. Quant aux distributions, elles débuteront à partir du 23 novembre dans les 35 centres du département de la Somme. Voilà, et maintenant coup de projecteur sur une autre belle initiative. Il s'agit de celle du collectif montpelliérain Deliveroo, qui livre des repas chauds aux sans-abri et qui fête ce mois-ci sa toute première année d'existence. Vous voyez sur ces images de l'INSEE, WAMO, de Via Occitanie, tous ces bénévoles rassemblés qui ont permis à ce jour de distribuer près de 10 000 repas. Un grand bravo à eux en tout cas. Voilà, et puis dans l'actualité, un inventeur de 14 ans, il s'appelle Sacha. Comme je vous l'annonçais dans les titres, il vient d'être primé au célèbre concours Lépine pour le CleanBot, un robot capable de ramasser des déchets totalement en autonomie. Manon aussi de La Dépêche du Midi l'a rencontré chez lui à Villefranche de Lauragais en Haute-Garonne. Regardez. J'ai pas réellement de base en programmation en électronique. J'ai cherché des solutions sur internet, etc. au fur et à mesure des problèmes que je rencontrais. Il y a à peu près 1 an et demi de développement pour le prototype 1 et je compte 2 ans et demi de développement pour le prototype 2. Ce robot pourra détecter quasiment tous les déchets qui sont généralement présents en ville, y compris les mégots de cigarettes. Donc il va détecter les déchets, les ramasser et les mettre directement dans ces bacs de tri intégrés à l'arrière. Direction maintenant dans ce journal l'Ille-et-Vilaine et plus précisément Saint-Sulpice-des-Landes, une commune de 900 habitants dont le maire n'a que 27 ans. Victor Lermite a été élu le 28 octobre dernier et comme vous allez le voir dans ce reportage signé Philippe Berthoud de TVR à Rennes, il est vraiment sur tous les fronts. Serge Legendre et Victor Lermite, l'ancien et le nouveau maire de Saint-Sulpice-des-Landes, une commune de 900 habitants au sud de Bain-de-Bretagne, qui se retrouve administrée par un jeune homme de 27 ans épris de gestion publique. L'important, je crois, c'est d'être entouré, et surtout dans notre petite commune, parce que le rôle de l'exécutif n'est pas politique, c'est vraiment de l'opérationnel pur. Donc il faut être entouré, et c'est le cas, on a 4 adjoints aujourd'hui. Donc on est 5 à gérer la commune, je ne suis pas tout seul. Et l'agenda du maire risque la saturation si l'on considère que le nouvel édile est aussi président d'un groupe de 4 sociétés dont la première a été fondée par son grand-père. L'une de ses activités consiste à acheter et restructurer des entreprises comme ici à Passé, spécialisées dans la fabrication de produits chimiques. Et après la réunion de coordination ce matin, ces visites de chantier et suivi de travaux pour la remise aux normes du site. C'est de l'alu. Ce qu'il faut respecter, c'est que la peinture doit être alimentaire au sol. On a investi dans une salle de conditionnement alimentaire. On dédie finalement tout ce bâtiment-là à l'alimentaire, avec une chambre chaude et une salle de conditionnement. Et monsieur le maire compte aussi développer sa commune qui verra bientôt sortir de terre un projet de lotissement de 50 maisons. De quoi redynamiser la démographie et les activités. Il sera peut-être un jour lui aussi maire. En tout cas, si vous avez un collégien à la maison, le casse-tête de la recherche d'un stage d'observation a peut-être déjà commencé pour vous. Dans la Loire a été lancée une toute nouvelle plateforme pour justement aider nos chers ados à trouver ce sacro-saint stage devenu obligatoire. Une idée qui pourrait sans doute faire des petits dans d'autres régions. Explication de Céline Ercilia de TL7, la télévision de la Loire. En quelques clics, une centaine d'offres de stages de 3e est proposée aux élèves de collèges connectés. Ici, ils peuvent consulter et déposer une candidature anonyme. L'idée de garantir aux jeunes un accès équitable à ces stages obligatoires et d'éviter que certains se retrouvent à faire des stages peu intéressants, souvent trouvés dans un périmètre familial restreint. C'est dommage, quoi. Ça ne leur ouvre pas l'esprit comme ce que j'aimerais, moi, pouvoir leur proposer. Leur faire vraiment l'ouverture au milieu professionnel, à la vie de demain, imaginer ce que ça peut être que d'aller travailler le matin, de se lever le matin et avec plaisir, et d'aller travailler dans un endroit qui nous plaît, même s'il y a des contraintes, même s'il y a des concessions à faire. Sur le site, déjà 118
places disponibles. Plusieurs entreprises s'engagent dans le dispositif. La CPME incite ses adhérents à prendre ces jeunes stagiaires. Et pour que l'accueil de ces jeunes ne soit pas une contrainte pour l'entreprise, il y a certains trucs à adopter. Ce qui est important, c'est fixer des objectifs à ces jeunes qui observent. Et ça, c'est ce qui va faire toute la différence. Si vous allez être avec nous 4 ou 5 jours, eh bien, on va vous donner des petits challenges sur des sujets importants, les différents métiers de notre boîte, quelles sont les activités de notre entreprise. Qu'est-ce qui est curieux? Vous ne vous attendiez pas à ce que ça se passe comme ça. Racontez-nous. En fait, le plus important va être de créer un temps de narration à la fin du stage, que le jeune raconte ce qu'il a vécu. Si l'employeur valide une candidature, l'élève a 15 jours pour confirmer. Les stages pourront également se faire pendant les vacances scolaires. Tout à fait autre chose dans l'actualité. Ils ne sont plus que 5 à exercer ce beau métier en France de taillandier. Ces artisans qui fabriquent des outils tranchants. Et Enzo Maubert de LMTV Sarthe va nous emmener maintenant rencontrer l'un d'entre eux. Il s'appelle Pascal Turpin et vit à Montmirail dans la Sarthe. Regardez ce reportage. Donc il faut une certaine couleur, une certaine température, là on est aux alentours de 900 degrés. Et donc si vous n'avez pas la bonne température, donc la bonne couleur, en fait vous allez mal déformer et vous allez plutôt esquinter votre métal qu'autre chose. C'est l'un des derniers représentants d'un savoir-faire ancestral. Pascal Turpin est l'un des 5 Thaïlandiers français. Dans son atelier, à Montmirail, il fabrique couteaux et épées, des pièces uniques qu'il conçoit et imagine avec une ambition, qu'elles se transmettent et racontent des histoires. Des couteaux, il y en existe plein, mais l'important c'est de créer un couteau avec une histoire. Un couteau, vous faites le mieux possible, le plus professionnellement possible, mais ce qui est intéressant c'est de voir le sourire de la personne qui va devenir propriétaire de son couteau. Et là voilà, là vous avez créé, en fait on a fait notre travail, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne va acheter son couteau, elle va créer sa propre histoire avec son couteau. Pascal a lancé son entreprise Lastel Montmirail en début d'année. Cela lui permet de vendre ses couteaux dans plusieurs enseignes dont Nature et Découverte au Mans et à Paris. Pour l'aider dans sa tâche, il a également pu embaucher une jeune apprentie. D'avoir été nommée taillandière d'armes, c'est vraiment une fierté parce que c'est quelque chose qui se transmet, etc. Donc moi, je suis très ravie de pouvoir continuer à faire vivre ce métier parce que c'est vraiment un métier qui mérite de continuer, de perdurer, etc. Le mois dernier, un couteau Montmirail a été offert à Brigitte Macron lors d'un salon à Paris. Une fierté pour l'artisan et une belle promotion pour notre département. Qui sait, demain, l'Opinel de la Sarthe deviendra peut-être un couteau de référence sur les grandes tables françaises. Et puis à signaler cette fin de semaine les éditions locales du magazine Le Point, avec Marseille tout d'abord, avec cette une que vous voyez sur l'écran, La ruée sur Marseille, des dossiers dirigés par Audrey Emery et Valérie Pfeiffer, avec de nombreux articles, dont un sur le tramway. Argent débloqué, mais tracé, grippé, comme l'écrit Le Point, vous le verrez dans cette édition, avec un article également consacré au cinéma. La ville de Marseille veut crever l'écran. Les ambitions également du maire de Marseille, le nouveau maire de Marseille, Benoît Payan, dans cette édition, ainsi que, pour les épicuriens, des détails sur ce qui se passe à Marseille en termes de restauration, le Food Club, chef devant, comme le titre, cette édition du Point, La ruée sur Marseille. Et puis l'édition locale consacrée à Strasbourg également. Strasbourg, transport, le grand bazar, comme l'indiquent nos confrères dans leur une. Et dans cette édition, coordonnée par Valérie Pfeiffer, des papiers sur la police et les transports à Strasbourg. Également dans le Bas-Rhin, une économie à plusieurs vitesses, un article très intéressant, ainsi qu'un article sur les bains municipaux. Un lifting très réussi pour ce joyau architectural de Strasbourg. Strasbourg, transport, le grand bazar, l'édition locale du Point cette semaine. Et puis on ouvre maintenant dans ce journal une page littérature avec un auteur à la trajectoire, vous allez le voir, plutôt insolite. Après avoir présenté les journaux télévisés de TF1 et d'Antenne 2, le journaliste Daniel Duigou a décidé de devenir prêtre et de partir vivre dans un ermitage au Maroc. Il vient de publier aux éditions Salvator 7 jours au désert, son premier roman, inspiré de son étonnante histoire. Christophe Rigaud, pour le Grand JT des Territoires, l'a rencontré. C'est un parcours peu banal que celui de Daniel Duigou. Une carrière de journaliste à TF1, Antenne 2 et France 5, qu'il mène en parallèle avec une activité de psychanalyste. Puis, à 51 ans, il est ordonné prêtre dans le diocèse d'Amiens, avant de quitter Paris pour partir vivre en ermite dans le sud marocain. Quand je présentais le journal, je vivais comme la plupart des journalistes
à 100 km/h. Et à un moment donné, vous n'avez plus le temps de penser, de réfléchir. Et j'avais envie, à l'image de Charles de Foucault, de faire rupture, de prendre de la distance et de partir dans le désert pour justement avoir le temps de me poser et de réfléchir. Et quand je dis de réfléchir, c'est-à-dire le temps de penser, ne pas laisser les autres penser à votre place. Pour son 10e ouvrage, 7 jours au désert, c'est à la fiction que Daniel Duigou se frotte, avec une histoire qui n'est pas sans rappeler son propre parcours. L'histoire de ce livre, c'est une rencontre amoureuse entre un homme et une femme qui est une ancienne étudiante, qui est devenue religieuse et qui s'interroge sur son avenir, et puis son ancien professeur qui était journaliste vedette et qui est devenu prêtre. Et donc c'est une rencontre dans le désert, c'est-à-dire en prenant du recul sur la vie pour s'interroger comment construire mon avenir. 7 jours au désert est une invitation à s'interroger sur le sens de la vie. Mais ce livre est surtout une ode à la liberté, une liberté que Daniel Duigou va très vite retrouver en repartant pour son ermitage dans le sud du Maroc. Voilà, et puis une page sportive dans ce journal maintenant. Le MMA, ce sport de combat qui mélange la boxe, le karaté, la lutte, le judo, le jiu-jitsu, est en plein essor en France. On compte quelques 40 000 licenciés aujourd'hui. Et parmi eux, un jeune Bordelais de 20 ans, Thomas Glo, qui multiplie les victoires. Un portrait signé Christophe Rigaud, regardez. 2 à 3 fois par jour, Thomas s'impose des entraînements physiques intensifs. Car dans sa discipline, il ne faut pas se ménager pour battre son adversaire. Une cage, 2 combattants et 3 rounds de 5 minutes, Thomas Glo pratique le MMA à haut niveau. Un sport exigeant qui mélange la boxe, le karaté, le jiu-jitsu ou encore la lutte. Des combats violents qui peuvent impressionner, mais qui sont pourtant très codifiés et réglementés. On n'a pas le droit à tous les coups, on a le droit d'utiliser beaucoup de techniques qui viennent des sports de combat, mais des techniques qui sont déjà autorisées dans les autres sports de combat. Donc on ne va pas par exemple mettre des doigts dans les yeux, des coups dans les parties, des coups dans la nuque ou à la gorge, tout ça c'est interdit, donc voilà, il y a des règles précises. Ça paraît violent, mais en fait ça l'est beaucoup moins que la plupart des sports de combat. Ça va ? Le MMA, longtemps décrié, a été légalisé en France en 2020. Une pratique qui ne fait plus peur, notamment au père de Thomas, un ancien adepte de boxe thaï. On relativise quand on voit comment il s'entraîne, comment il est préparé, comment les arbitres protègent également l'intégrité des combattants. Voilà, on se dit voilà, c'est un sport de combat comme un autre, quoi, hein, pas plus ni moins que la boxe ou le pied-point ou d'autres arts martiaux. Voilà. L'image du MMA est en train de changer en France, notamment avec des combattants comme Thomas, élève en école d'ingénieur, de grandes ambitions et la tête bien sur les épaules. Mes ambitions, c'est de devenir champion du monde de MMA, bien sûr. Donc pour l'instant, ça c'est l'ambition à long terme. Pour l'instant, à court terme, je vais construire ma carrière, finir mes études. Et une fois que mes études seront finies, je pourrai me consacrer à plein temps dans le MMA afin de performer et de combattre contre les meilleurs. Une ambition légitime selon son entraîneur qui croit très fort au potentiel de Thomas. Il est très technique. Il est très technique dans le sens où tout ce qu'il fait, c'est prévu. Il y a, dans ses combats, jusqu'à maintenant en tout cas, il n'y a pas eu de place au doute. Oh là 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 là. Je le disais, à 77 kg, ça va vite. Maxime a été durement touché. Pour moi, il n'y a pas de raison, il a tout pour aller loin. En attendant d'être professionnel, Thomas Glo continue de s'entraîner dur, d'enchaîner les combats et les victoires. Voilà, et puis ce week-end, Thomas Glo poursuit son ascension en compétition au Canada. Il combattra dans l'organisation BTS contre Xavier Nash. Nous lui souhaitons bien sûr bonne chance. Sport toujours dans ce journal, en attendant la sortie du prochain Star Wars, dont le tournage vient d'être repoussé. Pourquoi ne pas marcher sur les traces d'Obi-Wan Kenobi en s'essayant au sabre laser ? Et c'est très sérieux car la Fédération française d'escrime a en effet reconnu officiellement la discipline. Benjamin Delmas, d'ailleurs de 7 à Limoges, s'est rendu à l'entraînement de ces Jedi en herbe en Nouvelle-Aquitaine. Attention, Dark Vador n'a qu'à bien se tenir. Les Jedi à Limoges, tout droit sortis des films Star Wars. Une dizaine de padawans venus apprendre le sabre laser. La lumière, les mouvements, tout y est, même les références.
Même Yoda avait des genoux. En tout cas, il bougeait plus. Hein, et il était moins Playmobil. Mais avant de protéger Limoges et la galaxie, il faut s'échauffer correctement, car le sabre laser n'est pas un jeu, mais bel et bien un sport. Ce type d'escrime, d'abord, il s'est développé un peu sauvagement, pas forcément à Limoges, surtout après les films qu'on connaît bien. Ça a été une pratique sauvage aux États-Unis. Et il y a 5 ans, 6 ans, la Fédération française d'escrime s'est décidée à se dire c'est de l'escrime aussi, et on va mettre des règles. Tout commence par l'apprentissage de la technique. Les mouvements sont chorégraphiés, répétés en binôme. L'objectif du maître Jedi, apprendre à ses élèves des mouvements qu'ils reproduiront au combat. Et on arrive derrière la cuisse gauche. Un style de combat proche des arts martiaux avec une véritable arme en main. Les sabres laser utilisés sont loin d'être des jouets. Une lame en polycarbonate qui peut très bien casser un doigt ou casser même peut-être un bras ou une jambe. Hein, c'est très très dur, c'est la même matière que les boucliers des CRS ou les hublots des avions. Depuis 2018, le sabre laser est la 4e arme de l'escrime, comme le fleuret le sabre et l'épée. On apprend des bases, parer, attaquer, mais en fait c'est une chorégraphie préapprise pour après aller de plus en plus vite pour ensuite faire du spectacle du coup. À Limoges, ces Jedi sont une quinzaine, comme partout en France leur nombre est grandissant. La discipline compte désormais près de 1400 licenciés, prêts à défier les étoiles. Et puis, il y a une vie après une carrière de sportif professionnel. La preuve, Sébastien Germain de Huit-Mont-Blanc a retrouvé Axel Daumont, le champion de cyclisme, non pas sur un vélo, vous allez le voir, mais dans des vignes. Regardez. Dans sa vie d'avant de coureur cycliste professionnel, Axel Daumont n'avait certainement pas le temps de contempler les vignes le long des routes. Mais aujourd'hui, elles font partie de son quotidien. Depuis le début de l'année 2021 et la fin brutale de sa carrière, l'ancien coureur d'AG2R La Mondiale s'est lancé en tant que négociant, avec l'idée d'être un jour vigneron. J'ai eu les opportunités, j'ai rencontré des personnes, notamment Nicolas Ferrand et Marielle, sa femme, du domaine des Côtes-Rousses. J'habite pas très loin de chez eux, leur domaine est à la Motte-Servolex. Il m'a dit, écoute, tu trouves un peu de raisin en parallèle de ta carrière, et puis tu te vinifies chez moi, je te laisse faire. J'avais mes quelques mètres carrés, et puis voilà, ma première production, donc celle de l'an dernier, qui est en bouteille aujourd'hui, est partie comme ça. Tout est donc allé décidément très vite pour le natif de Valence en cette année 2021. Création de la Daumont SAS, commercialisation de la première cuvée et acquisition de ce bâtiment à Porte de Savoie. Donc au 1er janvier, chômeur, retraité sportif comme on dit. Au 1er mars, je travaillais donc au domaine de Nicolas et Marielle. J'ai fait toute la saison avec eux. Et en parallèle, j'ai continué ma petite activité de négociant. J'achète du raisin sur pied que je ramasse et que je transforme. Je fais tout jusqu'à la mise en bouteille et la commercialisation. À le voir s'activer dans ses caves, on devine facilement qu'Axel Daumont s'épanouit pleinement dans cette nouvelle vie. Et entre Gamay, Jacquère ou même Mondeuse, l'ancien pensionnaire du Chambéry Cyclisme Formation a choisi de faire un vin à son image. C'est des vins que j'ai envie de faire aussi, c'est des vins qui sont frais, qui sont un peu sur les acidités, qui réveillent un peu les papilles. Cette reconversion, Axel Daumont l'avait pleinement préparée, alors que d'autres anciens sportifs de haut niveau ont choisi un certain confort pour leur après-carrière. Lui a préféré s'orienter vers un milieu fait de labeur et de conditions parfois difficiles. J'aime beaucoup le mot agriculteur, il est important je pense, parce qu'on travaille la terre et faire quelque chose de ses mains, c'était quelque chose d'important pour moi. Et c'est une facilité pour moi d'être dehors, je me sens bien plus à l'aise à faire ça qu'être derrière un bureau justement où je ne suis pas dans mon élément. Après une première année passée dans le monde du vin, l'ancien grimpeur qui compte à son actif 8 participations à des grands tours semble déjà avoir définitivement tourné la page du cyclisme professionnel, sans aucun soupçon de nostalgie. Voilà, et puis je vous le disais dans les titres de ce journal, c'est officiel maintenant, c'est April Benayoum, Miss Provence et première dauphine de Miss France qui représentera notre pays au concours Miss Monde le 16 décembre prochain à Porto Rico. Amandine Petit s'étant désistée, c'est une jeune femme, vous allez le voir, aussi ravissante que combattante, qui devant la caméra de Jérôme Jacob, de nos confrères de la Provence, revient sur la condamnation de ceux qui avaient posté des tweets antisémites la concernant. Regardez. Les personnes qui écrivent ce genre d'obscénité ne sont pas protégées derrière leur écran. Et c'est pour ça que j'ai porté plainte, que j'ai voulu aller en justice. C'était pour prouver aux gens que en fait, les réseaux sociaux, c'est la vraie vie aussi. Et qu'il y a des répercussions. Voilà, et puis quand on demande à April Benayoum si ce concours est sexiste, comme on l'a souvent entendu, eh bien la jeune femme de 22 ans monte au créneau. Écoutons-la.
Et je voulais juste redéfinir ce qu'était vraiment le féminisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et à partir du moment où les femmes ont envie de faire ce qu'elles veulent, moi j'avais absolument envie, c'était ancré en moi je pense, de faire Miss France. Et ça m'a apporté tellement de choses que je n'aurais jamais pu avoir. Voilà, on croisera les doigts pour April Benayoum pour le 16 décembre prochain à Porto Rico. Et puis pour terminer ce journal télévisé en beauté, voici un peu de magie à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Cela se passe à Bordeaux où 500 sculptures lumineuses sont exposées jusqu'au 2 janvier au Parc Bordelais. Des sculptures que vous pouvez découvrir sur ces images de Bénédicte Dohain de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Elles rappellent l'univers d'Alice au Pays des Merveilles ou celui du Magicien d'Oz. De bien belles images en provenance de Bordeaux. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de l'avoir suivi sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. On se retrouve bien sûr pour une prochaine édition. Au revoir à tous et bon courage.